On n'a jamais autant sculpté qu'au XIXe siècle. La sculpture a alors une fonction pédagogique. Elle montre un grand homme, défend de grandes valeurs comme la paix, la liberté, ou raconte une histoire. Au milieu du siècle, cependant, on doute de la sculpture. En 1857, le caricaturiste Daumier témoigne du désintérêt du public de connaisseurs au profit de la peinture. Tandis qu'on se presse et qu'on s'agglutine autour des tableaux, la traditionnelle sculpture s'agace sur son socle. Et dès 1846, Baudelaire avait intitulé un article « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse ?» Il y formule plusieurs attaques précises. Tout d'abord, la sculpture, art d'origine archaïque, concret comme les objets de la nature, exprimerait de manière moins forte le point de vue imaginatif d'un artiste sur son sujet. En effet, là où la sculpture est soumise aux aléas du point de vue adopté par le spectateur, ou de l'éclairage, une peinture impose plus fortement le point de vue de son auteur. Baudelaire pense que la sculpture peut réussir en tant qu'art de complément, c'est-à-dire en s'intégrant à de plus vastes ensembles, comme dans les jardins de Versailles ou sur les cathédrales. Par conséquent, la sculpture moderne serait menacée de la pire perspective en s'isolant, celle de perdre sa qualité artistique en ne devenant qu'un banal objet de luxe, qui ne se distinguerait que par un extraordinaire degré de fini. Le comble de l'horreur pour Baudelaire, c'est que la sculpture devienne un art de salon et de chambre à coucher. Et cette horreur, elle est selon lui incarnée par les œuvres de Pradier, qu'il trouve maniérées, froides et académiques. À l'époque de Rodin, cette école se perpétue par exemple avec le Prince impérial de Carpeaux, réalisé en 1865. Le rendu du réel est proprement saisissant. Le visage, la manche et la boutonnière, l'anatomie du chien. La statue est d'ailleurs reproduite en série et devient un véritable best-seller, évoquant au passage les craintes de biblotisation de Baudelaire. Avec La Porte de l'Enfer, Rodin s'oppose diamétralement à cette tendance. Tout d'abord, il rompt avec l'isolement des figures. Elles sont toutes intégrées dans un vaste ensemble mouvementé. Elles ne sauraient devenir des bibelots isolés. Mais, au-delà, il permet à la sculpture de reconquérir sa modernité en rompant nettement avec la recherche d'un modelé lisse et bien fini. En effet, sur la porte, on voit à la fois des parties finies, très travaillées, comme les bras du Golin, mais aussi d'autres, juste à côté, avec des traces de doigts, résultat d'efforts brutaux et énergiques laissés apparents. En assumant ainsi le côté matériel et physique de la sculpture, l'artiste laisse volontairement la trace de ses actes. Il fait apparaître son énergie et par là même son individualité. Rodin fait donc mentir Baudelaire. Paradoxalement, la sculpture peut être plus spirituelle et marquer nettement sa différence avec un simple objet de luxe, en assumant son côté matériel et en refusant ce qui est simplement exact, léché ou joli. Ainsi, l'acharnement de Rodin à travailler sur la première version de La Porte peut sembler élucidé. Au-delà d'une porte narrative, il chercha à ouvrir la voie à de nouvelles possibilités d'expression pour la sculpture. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'existence d'une seconde porte montre que l'œuvre ne satisfait toujours pas Rodin. Après la porte narrative devenue expressive, vers quelle nouvelle exigence tend-il ? « 1889. Avec la fin du projet de musée, Rodin pourrait abandonner son travail sur la porte. Mais avant de refermer ce chapitre de sa vie, il accepte une exposition dans une galerie privée en compagnie de son ami Claude Monet. Il faut bien vivre et donc vendre des œuvres. La porte appartenant à l'État, le sculpteur utilise les figures. Détachées de leur immense écrin, parfois recomposées et plus tard agrandies, ce sont le baiser, le penseur et toutes ces œuvres qui feront la renommée de Rodin.
L'exposition est un véritable succès commercial, mais il a un goût amer. Rodin aurait préféré que sa porte, une grande commande officielle, devienne le clou de l'exposition universelle de 89. Pendant 11 ans, la porte est oubliée. On parle même dans la presse d'un raté de l'artiste. Et pourtant, dès que l'occasion se présente, Rodin la propose à nouveau, notamment pour une tour du travail dont il fait la maquette en 1898. Mais cette tentative restera avortée. C'est l'exposition universelle de 1900, 20 ans après la première commande, qui sera l'occasion d'un coup de théâtre. Faute d'avoir réussi à imposer sa porte pour l'entrée du Grand Palais, Rodin organise une exposition personnelle très attendue dans un pavillon place de l'Alma à Paris. Il va y montrer le modèle en plâtre de la porte que presque personne n'a vu depuis 11 ans. Mais au dernier moment, il décide de laisser la porte vide, sans figure. À tous ceux qui s'attendaient à trouver la porte exubérante de 1889, il présente une porte presque abstraite. On parle de problème d'organisation. Rodin n'aurait pas eu le temps de positionner les figures sur la porte. Mais bien peu comprennent que ce geste est bel et bien délibéré. Pourquoi un tel revirement ? Revenons à la porte de Meudon. Ici, Rodin ne montre plus les passions expressives des corps palpitants, mais une surface abstraite, difficile à appréhender. On ne sait pas exactement où poser son regard, sinon sur les quelques figures qui subsistent, sur des vagues de matière et sur les trois ombres qui dominent. Décrétant qu'il y avait trop de trous et de saillies dans la première version de la porte, il a choisi d'insister sur des effets de surface et de lumière, souhaitant éviter les noirs trop prononcés. Sans doute avait-il été impressionné par les cathédrales de son ami Claude Monet. Le peintre réalisa une trentaine de toiles représentant la cathédrale de Rouen à différentes heures de la journée, faisant jouer la lumière et les ombres sur la façade. La porte de Meudon peut sembler vouloir en être le pendant en sculpture. Elle permet en effet de produire des effets lumineux plus subtils, de créer l'impression de vagues pleines de force sous-jacentes, à l'image des mouvements qui animent les tableaux de Van Gogh. Lorsqu'on fait remarquer à Rodin que sa porte est inachevée, il répondait « Et les cathédrales, elles sont finies ?» Il annonce alors clairement que la porte reste une œuvre en devenir. Le seul groupe qu'il consent à remettre en place est celui des ombres. Outre qu'elles allègent le haut d'une porte particulièrement massive, elles représentent un des groupes les plus novateurs de Rodin. Novateur en premier lieu par la répétition. Chaque figure, exactement identique, est issue du même moule. Légèrement désaxées les unes par rapport aux autres, il devient possible d'embrasser les différentes faces d'un seul coup d'œil, sans avoir à faire le tour de l'œuvre. Novateur aussi, car Rodin y teste sa tendance à la simplification des formes. Ici, il profite sans doute d'un accident ayant eu pour conséquence de faire tomber les mains des ombres. Il ne cherche pas à atténuer et encore moins à cacher l'amputation. Elle est brutale et forte. Et ce manque prend toute sa force, car pour Rodin le sculpteur, la main est la partie la plus importante du corps, celle par laquelle il agit et donc s'exprime. Mais même dominée par ses figures tutélaires, la porte de 1900 est souvent considérée comme une des premières sculptures abstraites. Qu'est-ce qui a provoqué un tel changement entre la porte de 1889 et celle de 1900 ? Et que signifie-t-il pour les contemporains de Rodin ? Les circonstances expliquent en partie ce coup de tête du sculpteur. Rodin traverse chaque jour l'exposition universelle de 1900. Il est alors écœuré par la débauche de décorations figuratives accrochées au moindre bâtiment. La porte de 1900 est en premier lieu une réaction de défense naturelle face à ce qui l'entoure. Mais cet acte puise ses racines dans des changements plus profonds. Rodin a évolué. L'anecdote ne l'intéresse plus. Il veut se concentrer sur l'essentiel. Ainsi, il laisse des figures sans bras, sans jambes ou sans tête, si cette partie-là n'est pas nécessaire. Après tout, on n'a pas besoin de tête et de bras pour exprimer un homme qui marche. Entre les deux portes, Rodin a réalisé son Balzac. Il est brutal, comme taillé d'un seul trait, n'exprimant que l'essentiel, la puissance créatrice du romancier. Il est la preuve que le sculpteur privilégie désormais une expérience esthétique forte, presque primaire. En cela,
Rodin s'inscrit à la pointe des tendances qui agitent son époque. La recherche de la force de l'expression prime sur le rendu réaliste du sujet. Mais Rodin s'inscrit aussi dans le symbolisme. Plutôt que la banale description de la réalité, il cherche à dépeindre une impression, une sensation. Nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance, disait le poète Mallarmé à son époque. Suggérer plutôt que montrer. Voilà quelque chose qui permet de procurer plus de plaisir aux spectateurs. Dès lors, en éliminant la plupart des figures, Rodin livre un terrain mouvementé et tumultueux, mystérieux, qui refuse de livrer un sens clair. L'œuvre laisse au spectateur le choix du sentiment qu'elle crée chez lui et ouvre la voie aux multiples interprétations. Un siècle plus tard, les œuvres de Richard Serra, qui refusent toute référence à une signification, iront dans le même sens. Comme la porte abstraite, elles sont comme des totems impressionnants qui affirment leur indifférence face à leur environnement, leur splendide autonomie. Nous pouvons donc conclure sur la fécondité d'une œuvre qui pourrait sembler maudite par les circonstances. Chaque porte est l'occasion d'inventions importantes pour l'histoire de la sculpture. Avec la première version, Rodin dote la sculpture de nouvelles capacités d'expression qui la sauvent des critiques des modernes. Grâce à ce qu'il appelle lui-même une nouvelle interprétation du bas-relief, il peut délaisser la narration et la recherche du beau fini. Il les délaisse au profit d'une sculpture plus expressive, laissant apparaître l'individualité de l'artiste. Avec la seconde version, Rodin radicalise encore son projet. L'œuvre devient essentiellement abstraite. La sculpture offre un spectacle de surface complexe, irrégulière, énigmatique. Et cela confère à la sculpture une aura, un effet esthétique spécifique. La double insatisfaction de Rodin face à ces deux portes apparaît donc comme un effort pour donner à la sculpture une force nouvelle. Elle tient à chaque fois du jeu entre la vie et la matière, contraste entre des figures pleines de passion et un modelé qui revendique sa matérialité, et contraste entre un objet mystérieux et imposant et la vie affairée de la cité.